Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale de Portneuf Info, CJSR. Cette semaine, on parle avec Danielle Ouellette, la mairesse de Rivière-à-Pierre, concernant un nouveau plan stratégique pour le développement de sa municipalité. On parle également avec Reine Caillé du SOS Accueil, qui sera des nôtres pour parler des activités de l'organisme dans la période des fêtes. La microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir démarre un processus d'agrandissement. Finalement, Aubert Tremblay discute avec Régent Savard, qui est à la charge du magazine Émergence. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. L'aluminerie Alcoa de Deschambault devient la première aluminerie en Amérique de Alcoa à obtenir une certification prestigieuse en matière de santé et sécurité au travail. La certification est nommée ISO 45001-2018 et sera très bientôt obligatoire pour les alumineries en raison de la régie de London Metal Exchange. Il s'agit de la place boursière de Londres spécialisée dans les contrats à terme portant sur les métaux non ferreux. C'est le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ, qui a délivré la certification qui va devenir une exigence le 1er janvier prochain. Dans le communiqué transmis par l'entreprise, il est dit que l'aluminerie de Deschambault travaille pour garantir la sécurité des employés depuis le début de l'usine qui date, on le rappelle, de 1992. Selon Pascal Rochette, le directeur général de l'usine, la certification s'ajoute au système de gestion intégré par l'entreprise qui engage les employés de l'usine à se diriger vers un objectif commun, c'est-à-dire l'amélioration continue des pratiques de l'entreprise. Rivière-à-Pierre a présenté à sa population un nouveau plan stratégique pour travailler sur son développement. Le plan a été réalisé pour aider le conseil municipal à s'orienter dans ses futures décisions. En effet, le manque de logements à Rivière-à-Pierre constitue une des grandes raisons pour lesquelles il est difficile de développer la localité. Ajoutons à ça l'absence de réseau cellulaire et il est d'autant plus difficile pour la municipalité d'encourager les entrepreneurs à investir sur le territoire. Afin de comprendre les motivations de Rivière-à-Pierre, je me suis entretenu avec la mairesse Danielle Ouellette concernant le nouveau plan stratégique. Voici cette entrevue. Alors, nous parlons développement à Rivière-à-Pierre. J'ai avec moi la mairesse Danielle Ouellette pour en parler. Madame Ouellette. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du développement. Madame Ouellette, dans les dernières semaines, on pouvait lire dans le courrier de Portneuf que Rivière-à-Pierre se dote d'un plan stratégique pour son développement. Oui. Pourquoi Rivière-à-Pierre a décidé de se doter d'un plan stratégique? Écoutez, le dernier plan stratégique qui a été fait, je crois que c'est en 2014. Et quand on fait un plan stratégique, normalement, c'est à peu près pour les 5 prochaines années. Donc, il était échu. Et le conseil voulait vraiment savoir où on voulait s'en aller et
qu'est-ce que les gens de Rivière-à-Pierre voulaient pour leur municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'enclencher une planification stratégique avec une consultation des citoyens et des entreprises. Et ça nous a amené à un résultat qu'on pensait un peu d'avance, mais ça nous a mis sur la ligne pour voir où on s'enligne avec ça, là. Donc, avec ce plan-là, vous allez pouvoir concrétiser les actions du Conseil pour votre développement. Oui, puis des actions que les gens veulent. OK. Nous, au Conseil, là, on peut bien dire qu'on veut une piscine, mais si les gens n'en veulent pas, là, tu sais, fait qu'ils se sont exprimés. On a eu, je crois, c'est 26 des gens qui ont répondu au sondage. Puis on a fait une consultation populaire et, comme vous avez vu le courrier de Portneuf, on a fait on leur a expliqué ce qui était la planification stratégique. Et si on parle, Mme Ouellette, des problématiques qu'il y avait, en fait, que vous avez peut-être observées à Rivière-à-Pierre pour votre développement, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de logement? Est-ce qu'on parle de manque d'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez, dans votre plan stratégique, travailler pour Rivière-à-Pierre? Premièrement, on a quand même 2 à 3 grosses entreprises. Ouais. Mais le manque flagrant, c'est le manque de personnel. Ça, là, puis je pense que c'est un défi pour chaque municipalité, puis je veux dire, on ne se le cachera pas, là. Depuis la pandémie, là, il n'y a plus de monde nulle part, là, tu sais. Mais les gens qui vont venir travailler à Rivière-à-Pierre, il faut les loger. Et dans le moment, il n'y a pas tellement de maisons à vendre et il n'y a pas de logement disponible, là. On parle des 3,5 ou des chambres, ne serait-ce que des chambres. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on a une entreprise qui sont obligés de louer les chambres en haut de l'hôtel pour leurs travailleurs. Oui. Un autre a acheté une maison pour loger ses travailleurs. Donc, il faut les loger. Si on amène des familles, il faut les loger. Là, nous sommes à travailler pour une garderie. Il nous manque... On a été acceptés au niveau du ministère, sauf que là, il nous manque un local. Fait que là, on travaille pour avoir un local parce qu'il y a quand même des spécifications assez... même si on relâchait un peu, là, au niveau des garderies, là, ça prend un local... éclairé, puis tout ça, il y a quand même des choses à respecter. Fait que là, on est à chercher un local pour avoir une garderie, parce que si on veut des jeunes entreprises, des jeunes, que des jeunes viennent travailler, bien, ça prend du logement et tout ça. Oui. Donc, de ce qu'on comprend, une des orientations que vous allez avoir, c'est d'augmenter l'offre de logement. Ça se fait avec, justement, des promoteurs. On veut attirer des promoteurs sur les lieux. Effectivement. Est-ce que Rivière-à-Pierre a les terrains pour être capable d'agrandir? On en a des terrains. Écoute, on en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont zonés forestiers. Il y a certaines possibilités de changer le zonage. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a un monsieur qui est en train de travailler sur un petit développement qui va avoir probablement une douzaine de terrains, là. Ça va se concrétiser, ça, là, peut-être d'ici à l'été prochain, là. Et dans votre plan de développement, Mme Ouellette, une autre chose qu'on entend parler depuis des années à Rivière-à-Pierre, c'est le cellulaire. Ah, mon Dieu! J'imagine que ça a fait partie de ce que vous avez vu dans les consultations publiques. Écoutez, là, c'était la première chose que les gens ont répondu dans le sondage, c'était le réseau cellulaire. On va dire qu'en frais d'Internet, on est très bien servi parce qu'on a la fibre optique. Ouais. Mais au niveau du réseau Internet, et ça, là, à toutes les fois que j'ai la chance de parler, soit à M. Caron ou à M. Godin, puis là, on me dit, bien, ça s'en vient, mais notre pouvoir s'arrête là à nous. On a un projet après fête de faire vraiment une pétition et d'envoyer ça directement aux personnes concernées un petit peu plus haut, là. On va faire signer les entreprises et tout ça. Puis depuis 1995 que Rivière-à-Pierre demande à avoir le réseau cellulaire. Tous les maires qui ont passé ont fait des demandes, puis ça n'a jamais... On est en 2023. Près de 30 ans. Là, près de 30 ans. Tu t'en vas au Nunavut, puis tu parles au cellulaire, mais à Rivière-à-Pierre, à 1h15 de Québec, on n'est pas capable.
Oui. C'est un peu frustrant pour les gens, là. Et puis, vous parlez de vouloir attirer des entreprises. Si on veut des entreprises, c'est pratiquement maintenant, 2023, la moindre des choses. Et voilà, et voilà, et voilà. Et dans les autres défis que vous avez constatés dans votre plan stratégique, on a parlé de logement, de cellulaire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont apparentes là, pour vous? C'est sûr qu'on va travailler aussi sur nos infrastructures. On va travailler avec de connivence avec l'OTJ pour apporter plus, pour essayer de garder nos jeunes, les faire s'amuser. Là, on a un skatepark qu'on va installer l'année prochaine à l'OTJ pour les jeunes qui ont 12 à 15 ans peut-être, là, tu sais, pour essayer de les garder à Rivière-à-Pierre, qui s'ancrent à Rivière-à-Pierre. Donc, avoir plus d'activités pour les jeunes. Et voilà, oui. Et l'OTJ, ça en fait partie. D'ailleurs, vous l'avez rénové il n'y a pas si longtemps, Oui. là, je pense cet hiver. Là. Oui, l'hiver passé, oui. Ouais. C'est un OBNL, vous savez, fait que ça appartient pas à la municipalité. Alors, les autres, ils fonctionnent beaucoup avec des subventions et tout ça. Fait que... Et vos citoyens, est-ce qu'ils ont pris justement, vous avez dit 26 de vos citoyens qui ont participé à la consultation. Oui, C'est pour ça oui. quand même que c'est un bon taux de participation. C'est quand même bien, oui. Selon Espace Stratégie, la firme qui a fait l'étude, selon eux autres, là, ça a très bien répondu. OK. Oui. Et puis, donc les directions de votre conseil, vous allez justement travailler sur ce plan stratégique-là pour des plans long terme. Pour les 5 prochaines années, là, oui, il va y avoir souhaitons qu'il va y avoir une continuité même après notre mandat, là, si on veut. Là. Ouais. Oui, ça devrait. Ça devrait. Aussi, une chose qui a été amenée avec la planification, c'était la réfection de la rue des Loisirs. Ça fait à peu près 5 ans qu'on en parle. À ce moment-là, j'étais conseillère, puis on parlait de la rénover, puis parce que les infrastructures de l'aqueduc passent en dessous. Ouais. Puis là, ça devrait se concrétiser pour cette année, ça aussi. Puis ça, c'était un des irritants aussi pour les citoyens, là. Le fait que la rue des Loisirs n'était pas à niveau... Bien, ça ressemble un peu à Beyrouth, là, mettons. Fait OK. On donne les mains. Eh bien, Mme Ouellette, en terminant, on a parlé de la planification stratégique de Rivière-à-Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez apporter ou peut-être parler à la population en terminant? Bien, je voudrais aussi remercier la MRC parce que grâce à eux autres, on a été capable de réaliser une planification stratégique. Ouais. C'est quand même des gros sous et la MRC a contribué beaucoup à ce qu'on soit capable de réaliser ça. Parce que vous savez que les petites municipalités... on marche avec des subventions, puis des choses comme ça, là. Mais ça s'est bien passé. Puis Lucie-Claude de Gélina, notre agente de développement est à la communauté aussi, a travaillé là-dessus. Alors, un gros merci à eux autres aussi. Alors, Mme Ouellette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce Ça m'a fait plaisir. Merci. Bien le bonjour. En parlant de développement, une entreprise locale d'ici entreprend une expansion audacieuse. Il s'agit de la microbrasserie des Grands Bois de Saint-Casimir. En effet, les Grands Bois agrandissent leurs locaux afin d'augmenter la production. Pour ce faire, l'entreprise bénéficie d'aides financières qui totalisent 730 000 $ de la part des deux gouvernements, donc provinciaux et fédéraux. L'aide financière est un prêt remboursable de 275 000 $ de la part du gouvernement canadien et de 455 000 $ en provenance du gouvernement du Québec pour un projet d'expansion qui est estimé totalement à 2 millions de dollars. Selon Radio-Canada, les microbrasseries vivent une situation économique précaire et cela peut apporter beaucoup d'incertitudes. Cela n'empêche pas les Grands Bois d'avancer alors que la capacité de production va doubler. Oui, elle passera de 300 000 à 650 000 litres par année. Pour parler plus en profondeur de la microbrasserie Les Grands Bois, nous allons discuter avec Maxime Naud-Denis, le directeur général de l'entreprise, lors de l'édition de la semaine prochaine d'Info CJSR. Le Métal Perrault de Donnacona connaît un excellent début de saison dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. En effet, l'unique équipe de Portneuf dans cette ligue occupe présentement la première place au classement après déjà 10 semaines d'activité. On peut voir le graphique à l'instant même.
En effet, en 11 parties jouées, le Metal Perrault a 8 victoires, une défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation ainsi qu'une défaite en fusillade. De cette façon, l'équipe dirigée par l'entraîneur André Ali a 18 points au classement, donc un écart de 4 points avec la deuxième position qui est occupée présentement par Plessisville. Si on regarde un peu plus en profondeur, le dernier match qui a été joué par le Metal Perrault, c'était face aux Climatisations Cloutier de Trois-Rivières, le 25 novembre dernier. Déjà, à 3 minutes de la première période de ce match, Benjamin Saint-Onge du Metal Perrault marquait son 8e but de la saison. Pour le Metal Perrault, c'est vraiment une preuve de l'efficacité de la puissance offensive. Au total, dans la première période, 8 buts ont été marqués. Le match s'est finalement terminé 7-4 pour Donnacona. Et évidemment, là, le prochain match va avoir lieu ce week-end à Saint-Romuald, ce samedi, pour le Metal Perrault. Suivant son plan à long terme, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier va se doter d'une nouvelle image et d'une nouvelle devise. Au début du mois d'août de l'année 2023, Sainte-Catherine débutait une démarche pour rajeunir son image de marque. Le processus est maintenant terminé et le résultat va être dévoilé la semaine prochaine. On entend Marc-Antoine Gagnon, conseiller de Sainte-Catherine, à ce sujet. Attendu que c'est avec une grande fierté que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dévoilera prochainement sa nouvelle identité visuelle et sa nouvelle devise. Entendu que cette nouvelle image de marque s'inscrit dans la vision à long terme du Conseil et de sa vision stratégique. Attendu les résultats de la réflexion de la firme Blanco, mandatée par la Ville en août 2023. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 22 novembre 2023. Je propose que ce Conseil adopte la nouvelle identité visuelle et la nouvelle devise suggérée par la firme Blanco et recommandée par le comité chargé d'étudier cette question. Et de plus, de dévoiler ces deux éléments lors d'une conférence de presse qui sera tenue le 7 décembre 2023. Toujours à Sainte-Catherine, le dossier de la sablière Montcalm avance toujours. On vous rappelle que depuis 2022, de nouveaux propriétaires ont pris possession du site de cette sablière et que le mouvement de camions dans le secteur a drastiquement augmenté et dérangé la population. Dans un reportage de Radio-Canada qui date de 2022, on apprenait que la ville envisageait peut-être d'acheter le terrain. Lors du dernier conseil de ville, plus d'informations sur la situation ont été divulguées par la conseillère Nathalie Laprade, qui expliquait que le terrain de la sablière pourrait devenir en fait un développement résidentiel. Voici son allocution. Attendu l'intensification des activités de la sablière située sur la route Montcalm. Attendu les nombreux désagréments que cela engendre, autant pour les citoyens que pour la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que les propriétaires de la sablière ont été rencontrés et qu'il est envisageable qu'ils cessent les activités dans le but de procéder à la conversion de la sablière en un développement résidentiel. Attendu qu'un éventuel développement résidentiel à cet endroit devra rencontrer toutes les normes applicables et que la présente demande ne constitue pas l'approbation du projet en soi. Attendu que présentement, l'aire d'affectation IND-10, prévue au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, n'autorise pas l'usage résidentiel faible densité. Attendu que, conséquemment, une modification au règlement de zonage, numéro 1259-2014, n'est présentement pas envisageable puisque la notion de conformité ne serait pas rencontrée. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 novembre 2023, je propose de demander à la MRC de la Jacques-Cartier d'entamer les procédures de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'inclure une portion de l'aire d'affectation IND-10 dans l'aire d'affectation RUR-9. Niveau culturel maintenant, la Maison Plamondon de Saint-Raymond a une nouvelle directrice qui est tout juste entrée en poste. Elle se nomme Gabrielle Piché et évidemment, on le savait qu'on a appris la semaine dernière, en fait il y a quelques semaines, que la directrice Véronique Bertrand quittait pour de nouvelles fonctions. Cette dernière est maintenant designer d'exposition au Musée de la Civilisation. En ce qui concerne Mme Piché, nous allons discuter avec elle au retour de la période des fêtes, tout comme avec Mme Valérie Guillemette. La Maison Plamondon a de nouveaux projets sur les planches. Évidemment, on suit ça de très près. Au retour de la pause, on discute avec Reine Caillé, la présidente du SOS Accueil, pour comprendre ce à quoi consistent les activités de l'organisme, alors que le nouveau bâtiment n'est toujours pas complété.
Restez des nôtres. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Les travaux ne sont pas complètement terminés pour le nouveau bâtiment du SOS Accueil. Avec la conception et la distribution des paniers de Noël qui est imminente, l'organisation doit s'adapter pour accomplir sa mission pour la période des fêtes 2023. Je me suis entretenu avec la présidente Reine Caillé un peu plus tôt aujourd'hui. Voici cette entrevue. Alors, on parle maintenant du temps des fêtes et du SOS Accueil avec la présidente de l'organisme qui couvre Saint-Raymond et ses alentours, Mme Reine Caillé. Bonjour, Mme Caillé. Bonjour. Eh bien, Mme Caillé, 2023 pour le SOS Accueil, c'est quelque chose qui a été assez mouvementé, si on peut dire, et c'est pas terminé avec le temps des fêtes. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire, de l'aide alimentaire, les paniers de Noël. Justement, ça doit être tout qu'un travail de faire ces activités-là sans local à proprement parler. C'est ça. Alors, on se déplace un peu partout, je dirais. On est à se préparer pour les paniers de Noël. Alors, c'est commencé. J'aurais des consignes aussi à dire au public aussi. Alors, nous autres, l'aide alimentaire, c'est que ça se déroule toujours. Présentement, on est aux habitations Saint-Raymond. Alors, au 193 rue Saint-Michel, puis il faut rentrer. On est au sous-sol. Alors, c'est la porte du côté de l'aréna. Alors, on est là jusqu'au 7 décembre. Alors, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, ce serait important que vous veniez nous rencontrer avant le 7 décembre. Alors, si on regarde du côté des paniers de Noël, alors on pourrait aller de ce côté-là. Ils vont être distribués dans la semaine du 11 au 14 cette année. Alors, l'endroit, ce ne sera pas le même endroit. Pour les personnes dans le besoin, c'est ça, vous devez vous inscrire au bureau aux habitations Saint-Raymond, toujours les mardis, les jeudis, de 9h à 11h30, puis de 13h à 16h. Et ça, pour l'inscription, il faut faire ça avant le 7 décembre aussi, là. Oui, effectivement. Alors, il faut que les gens, vraiment, si vous nous écoutez, ça serait important de vous inscrire, parce que cette année, on va le faire sur rendez-vous. Okay. Alors, puis on va vous rappeler pour vous donner l'heure que vous allez venir chercher votre panier de Noël. Alors, c'est pour les gens vraiment dans le besoin. C'est ça. Alors, ceux qui sont jamais venus, puis que cette année, on sait que c'est une année qui est vraiment spéciale aussi. Alors, de ne pas se gêner de venir au SOS, mais c'est il vous reste mardi et jeudi prochain, là, vraiment, pour vous inscrire. Donc ça, c'est vraiment pour les paniers de Noël, pour les recevoir, mais on le dit, c'est pas à la population en général, c'est les personnes qui en ont vraiment besoin. Vraiment besoin, c'est ça. Okay. Alors, c'est de la façon dont on fonctionne cette année. Alors, bon, ça, c'est l'aspect. C'est sûr qu'il y a toute la logistique qu'il faut gérer, là. Alors, les denrées. Si jamais il y en a qui ont des denrées, je sais qu'il y a certains commerces qui offrent aussi pour de donner des denrées. Alors, nous, on va procéder, on va aller les chercher dans les commerces où est-ce qu'ils ont mis des affiches pour le SOS. Alors, on va ramasser les denrées que les gens nous donnent. Et c'est sûr que aussi, faut acheter aussi une bonne partie des denrées, tout ce qui est le frais. Alors, quand on parle de légumes un peu, alors dans les paniers de Noël, généralement, on a quand même des légumes, on a des fruits, on essaie de faire un panier qui est beaucoup plus varié, je dirais, là, pour la période des fêtes.
Alors, ça, vous travaillez sur vos paniers. Comme vous l'avez dit, la distribution, c'est du 11 au 14 décembre. Il reste pas beaucoup de temps, là. C'est non, ça s'en vient. Moins de 2 semaines maintenant. C'est ça, effectivement. Alors ça, c'est vraiment l'activité. Et on se déplace, on ne sera pas aux habitations. Alors c'est pour ça que c'est important, il faut que les gens viennent s'inscrire avant. Okay. Pour qu'on puisse après recommuniquer avec eux, puis leur dire à quelle heure qu'ils doivent venir. Parce que c'est la première année, on va le faire comme ça pour aussi que ce soit plus, ça roule mieux. Puis comme on va être probablement sur la rue Rosa-Robitaille, c'est ce qu'on est en train de regarder. Mais en les appelant, on va tout leur donner l'information. Ils vont être vraiment en mesure de savoir où est-ce qu'ils viennent chercher leur pain. Donc, l'important, c'est de savoir de venir s'inscrire avant. Il reste mardi et jeudi prochain pour la faire. C'est bien ça. C'est bien ça. Madame Caillé, il y a également l'Arbre Enchanté qui s'en vient. Pouvez-vous nous parler de ça aussi? Oui, l'Arbre Enchanté, c'est toujours en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Oui. Alors, on pense que la distribution devrait se faire cette année, probablement le 21 décembre. Alors là aussi, généralement, les gens sont déjà inscrits, là. On a déjà envoyé parce que on donne les gens... dans l'Arbre Enchanté, il y a juste le nom de l'enfant puis ce qu'il veut. Oui. Alors, là, les cadeaux arrivent généralement et on distribue avec les Chevaliers de Colomb. Fait que ça devrait se faire le 21. Alors là, c'est ça aussi. S'il y a des gens il y a des enfants qui n'auraient pas de cadeaux pour Noël, bien, il faudrait vous inscrire encore jusqu'au 7 décembre. Parce que pour c'est des boules qu'ils font c'était au Centre Laurier. Alors, ça serait important. Il faut que ça soit fait. On a jusqu'au 7 décembre pour s'inscrire. Alors, pour qu'on puisse... Puis c'est nous qui s'occupons de la distribution. Alors, c'est quand même confidentiel là, de ce côté-là. Et généralement, on rappelle les gens puis on leur donne un rendez-vous. Encore là, cette année, ils vont être sur rendez-vous. On va leur expliquer où est-ce qu'on va être. Et puis, pour que les enfants puissent avoir des cadeaux à Noël. Je pense que c'est tellement... C'est important. Ah oui, c'est très important. Et justement, vous êtes un organisme qui en fait beaucoup de choses importantes. Et là, pour poursuivre vos activités, Mme Caillé, il faut quand même prévoir une fermeture là, pour la période des fêtes. On est où là, en ce moment là-dedans? Alors, la fermeture pour le temps des fêtes, elle va être le 15 décembre. Alors, on va faire la semaine de nos paniers de Noël qui va terminer le 14. Alors, on va être fermé, le SOS Accueil, du 15 décembre au 15 janvier. Alors, ça va être cette période-là. Et on va pour l'aide alimentaire. Alors, on va reprendre nos activités d'aide alimentaire dans notre nouvelle bâtisse à compter du 16 janvier. Okay. Alors, c'est là qu'on va reprendre, mais uniquement pour l'aide alimentaire. Alors ça, c'est important que les gens ne nous arrivent pas avec tous leurs bagages qu'ils ont conservés. On l'apprécie beaucoup, sauf qu'il faut installer nos équipements. Oui. Alors, puis comme cette année, il y a quand même les retraités, je dirais, qui travaillent pour le SOS, les bénévoles qui travaillent pour le SOS, bien, le temps des fêtes, on veut aussi qu'ils aient leur temps des fêtes. Puis on sait qu'avec les grèves, avec tout ce qui se passe, c'est souvent les grands-parents qui gardent les enfants. Alors, ils vont être occupés. Fait qu'on ne veut pas prendre cette période des fêtes-là pour commencer à s'installer. Alors, on va commencer à s'installer tout de suite après les fêtes. On commence à déménager partout où est-ce qu'on a du stock. On en a à peu près partout. Ouais. Alors là, on va trier ce qu'on a dans nos choses et puis il faut installer tous les j'ai pas le nom français, on dit toujours le racking, mais les supports là, pour mettre les objets. Les étagères, okay. Les supports, tout ça. Alors, il faut se réinstaller vraiment là. Alors, on se garde, je dirais qu'on se garde peut-être là, du 8 janvier, peut-être même avant, à aller jusqu'à la fin janvier pour se réinstaller, mettre tout ce qui... Puis on a déjà des vêtements qu'on a déjà, alors on va tout trier ça et puis commencer à s'organiser aussi avec toutes nos équipes. Je sais qu'il y a une activité avec les pompiers qui arrive bientôt. Oui, c'est ça. Il va y avoir la quête des pompiers qui devrait être le 9 décembre. Alors, vous allez les voir se promener dans les rues où souvent, des fois, ils étaient où sont les marchés. Alors, je vous demande d'être généreux, comme toute la population l'a été à chaque année. Surtout que j'aurais des remerciements
remerciements aussi à faire à tous nos donateurs. Vraiment, c'est extraordinaire cette année. Pour la bâtisse, les gens ont été très généreux. Alors, je tiens à remercier la population vraiment pour nous épauler dans notre mission qu'on s'est donnée, le SOS Accueil, de soutenir les gens dans le besoin. Oui, parce que là, vous faites référence à la campagne de sociofinancement qui a été un succès. Là, vous avez excédé justement votre objectif. Là. Oui, on a vraiment excédé notre objectif. On était à 356 000 là, sur dépasser notre objectif. Ouais. Alors, on est très heureux de ça et ça va nous permettre aussi parce qu'on a une nouvelle bâtisse à entretenir aussi. Alors, c'est sûr que ça va... les fonds supplémentaires vont servir à ça, mais aussi vont servir à l'aide alimentaire. Tu sais, le but de la bâtisse, c'est l'aide alimentaire parce qu'on sait qu'il y a des grands besoins. C'est de servir les gens les gens dans le besoin. Par contre, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que souvent, les gens, il y en a qui se privent de venir acheter au SOS sous prétexte qu'ils veulent que les gens d'abord... C'est sûr que les gens d'abord dans le besoin doivent venir acheter. Bon, c'est à prix dérisoire, on le sait. Mais par contre, tous les argents qu'on récolte sur la vente de tous les biens qu'on a dans le SOS Accueil. Alors, cet argent-là, généralement, elle est vraiment dédiée dans l'aide alimentaire. Elle est toujours réinvestie dans l'aide alimentaire. On n'a pas de salaire, naturellement. On n'est que des bénévoles. 50 de bénévoles. Plus que ça. Je vous dirais, on est 100 bénévoles. Oh mon Dieu, OK. Et puis, en plus, on a une trentaine de bénévoles qui travaillent à la maison. Souvent, on les oublie, mais eux autres aussi sont importants. Tu sais, que ce soit toutes ils vont faire... il y en a qui font des lavettes qu'on peut vendre. Il y en a d'autres qui vont toutes défaire les fermetures éclairs. Il y en a qui tricotent des pantoufles. Il y en a qui font des bas. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut vendre aussi au SOS, puis qui nous permet de... Puis ces gens-là sont aussi bénévoles. Alors, eux autres aussi, des fois, on ne pense pas qu'il y a des gens qui travaillent à la maison. Alors, ça aussi, c'est important. Madame Caillé, au nom de CJSR, on vous remercie, vous et toute votre équipe, justement, de faire ce travail-là, parce qu'évidemment, bon, on y pense au temps des fêtes, mais SOS Accueil, c'est pas juste le temps des fêtes, c'est pendant tout le calendrier, là, toute l'année. Effectivement, on travaille toute l'année. Même, tu sais, il y a des gens qui pensaient qu'on était fermé, mais depuis le mois de juin, on a réouvert aux habitations Saint-Raymond, on a donné le service. Même durant l'été, on a donné du service aussi. On travaille avec les gens, les travailleurs sociaux, on travaille avec, tu sais, alors dès qu'il y a quelqu'un qui est mal pris, bien, on essaye d'être là pour soulager cette... Alors, Reine Caillé, qui est présidente du SOS Accueil, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler et je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Merci et j'aimerais aussi souhaiter à toute la population un merveilleux temps des fêtes. On rejoint à l'instant même, ici même dans le studio de CJSR, 3 jeunes entrepreneurs de la région de Portneuf qui s'intéressent au développement du sport, le Airsoft. Ensemble, ils ont créé l'entreprise Intaco afin de démarrer leur ambitieux projet. Alors, je vais les présenter. Nous avons à la droite Émile Gagnon. Bonjour Émile. Bonjour, bonjour. Daven Rioux. Bonjour. Bonjour. Et Anthony Moulin. Bonjour. Salut. Merci d'être là, les gars, pour nous parler de Intaco et du Airsoft. Avant qu'on entre dans le sujet de votre entreprise, le Airsoft, qu'est-ce que c'est exactement? Parfait. Bien, entre autres, le Airsoft, c'est un sport extrême de simulation de combat qui se donne avec des répliques d'armes à feu qui tirent des petites billes en plastique, souvent biodégradables, de 0,20 grammes ou quelque chose. C'est souvent comparé au paintball ou au laser tag aussi. La plupart du temps, c'est 2 équipes qui s'affrontent, qui essaient d'éliminer l'équipe adverse. Normalement, c'est ces petites billes qui font presque pas mal. Tu te fais frapper, tu lèves la main, tu colles ton hit, tu dis que tu as été touché, puis tu retournes à ton spawn pour que tu recommences. C'est ça, l'Airsoft. Donc, c'est un sport qui fait bouger, là, on peut dire. Absolument, oui. Oui, ça bouge beaucoup, c'est très intense. C'est pour ça que, si Daven, tu peux montrer ton masque, on porte beaucoup d'équipements de protection, entre autres. Donc, oui, c'est un sport extrême, mais c'est un sport qui est très facilement sécuritaire et qui est très rendable sécuritaire. Ouais. OK. Et là, le Airsoft, c'est le sport que vous avez choisi pour votre compagnie Intaco.
Comment vous est venue l'idée d'Intaco? C'est quoi l'histoire de votre entreprise? Peut-être, si vous pouvez répondre. Oui. Moi, à un moment donné, ça a commencé avec mon père qui jouait beaucoup au Airsoft. Puis après ça, j'ai demandé à Emile qui me rejoint, juste faire une partie, moi puis lui, dans les bois, en arrière de chez nous. Puis justement, on est allé jouer, mon frère puis Emile. Puis c'est là que ça a commencé l'intérêt. Puis de là, ça a commencé à grandir dans le groupe d'amis. C'est là qu'on avait demandé à Devon, justement, de nous rejoindre pour jouer au sport. OK, et là, vous avez commencé à jouer à ça. Vous avez joué où au départ? Là? Comment que votre projet s'est dessiné, en fait? Si je peux répondre, on a commencé dans un terrain public en arrière de chez Anthony, ce qui est pas recommandé qui ont joué à ça. Ce qui a un peu commencé l'idée de « Ah, on devrait se trouver une place pour jouer comme du monde. » Comme il faut. Donc, c'est ça qui a mené l'idée, qui a mené notre dédication à trouver un terrain pour jouer ce sport, entre autres. Et là, justement, ce terrain-là, il semblerait s'être matérialisé avec le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond, avec M. Richard Saint-Pierre, le commissaire. Comment ça s'est passé là, au départ pour trouver ce terrain-là? Eh bien, ça a commencé très lentement. Okay. Mais quand on était toujours juste un petit groupe, on a demandé à M. Saint-Pierre si c'était possible de jouer au deuxième centre industriel à Saint-Raymond. Et il nous a dit oui, avec quelques règles, bien sûr. Et on a respecté les règles. On a eu une petite partie. On a vraiment aimé ça. Et après ça, on lui a redemandé. Et ça a juste continué comme ça. Mais c'est quelque chose qui a pris à peu près 3 ans. Ouais. Ça s'est pas réalisé comme ça. C'était vraiment 3 ans de relation avec... Oui, exactement. Et maintenant, on travaille... on travaille pas avec la ville, mais on a un prêté de terrain. OK, donc une entente là, qui fait en sorte que vous allez pouvoir opérer à cet endroit-là, c'est ça? Ou... Exact. Oui. Yes. Donc, on a pu rentrer en entente avec M. Saint-Pierre et le secteur industriel pour un prêt d'un terrain de 4,3 millions de pieds carrés. Oh, OK. Ce qui est énorme, surtout dans la communauté du Airsoft dans la région, où seulement 2 autres centres existent à notre connaissance. Un à Stoneham et un ici à Portneuf. Donc, on essaie de s'installer comme le 3e dans la région et vraiment venir répondre à une demande. Et cette demande-là, parlons-en, est-ce qu'on parle à des joueurs expérimentés ou est-ce qu'on va aller chercher le débutant, là, celui qui veut apprendre à faire le airsoft? Nous autres, quand on avait commencé, c'était souvent « on va jouer où? » Fait qu'on voulait, comme une compagnie qui va vraiment chercher ces jeunes puis ces joueurs qui veulent commencer l'airsoft, mais ils ne savent pas où commencer. Avec une équipe qui est fraîche, une équipe qui est prête à les accueillir. Puis, exact, c'est ça. OK. Et là, vous avez donc lancé votre entreprise, on a trouvé un terrain. Et là, j'imagine, vous devez quand même vous dire, bon, il doit y avoir beaucoup de travail sur la planche. Je sais que vous avez toutes des potes. Vous êtes 5 au total là, sur votre comité pour cette entreprise-là? Oui. On est les 3 cofondateurs d'Intaco, mais on a 2 autres administrateurs et ensemble, on est comme la communauté exécutive d'Intaco. Et ensemble, on gère tout ce qu'Intaco fait, tout ce qu'Intaco veut faire et tout qu'on veut... C'est ça, qu'on veut faire. Oui, qu'on veut faire. Et sur le terrain, lorsque vous allez l'investir et plutôt là, en prendre vraiment possession, est-ce qu'il y a des... pour le airsoft, est-ce qu'on doit avoir des aménagements? Est-ce qu'il doit y avoir des cabanes? Comment ça fonctionne là, quand on dit, bon, on veut opérer une base d'airsoft? C'est sûr, le terrain va être opérationnel. Un terrain d'airsoft peut être opérationnel aussitôt que tu l'as. Nous autres, on l'a fait sur le terrain, c'est... on demandait, admettons, si on allait jouer chez le terrain à Devon, on va juste jouer, il n'y a pas besoin d'installation pour la communauté. Mais c'est sûr, pour augmenter le service à la clientèle, pour augmenter comment qu'on va vraiment donner notre service, c'est sûr, les toilettes, qui va être un énorme investissement pour les joueurs filles qui ne sont pas confortables, souvent, de faire pipi dans les bois. Fait que c'est ça. Fait que ça serait un investissement, puis c'est ça. Après ça, c'est à voir. Donc, vous allez y aller de fil en aiguille pour, justement,
améliorer l'expérience client là, de votre projet, c'est ça? Exact. Puis pour le terrain en tant que tel, pour l'instant, c'est juste du bois. Ouais. Mais pour vraiment valoriser l'expérience de Airsoft, il va falloir entamer un projet de multiples phases qui va sûrement durer très 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 longtemps et prendre beaucoup de ressources. Mais on est prêt pour l'assaut de cette. Oui, puis ça m'amène sur une question, Émile. Vous êtes 3 gars qui êtes assez jeunes, vous vous lancez dans une idée d'entreprise. Vous êtes quand même. Il y a des gens là, qui ne se lancent pas dans l'entreprise jusqu'à très tard dans leur carrière. Qu'est-ce qui vous a fait de vous dire on se lance là-dedans? Là? C'est très intéressant comme histoire. Je pense c'est une motivation de tout le monde. Oui. On est une équipe d'amis. Fait que s'il y en a un qui perd un petit peu l'intérêt, l'autre est capable de le rapprocher puis de hey, on a des plans, on veut aller à quelque part avec ce projet-là, puis on est allé quelque part, puis on a fait un maudit chemin. Ouais. Déjà, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Ou... Eh bien, la raison pourquoi on a commencé la compagnie, ça change un petit peu pour nous 3 ici. Oui. Moi, j'ai ma raison personnelle. Anto a sa raison personnelle, comme il avait mentionné tantôt. Émile aussi. Et avec ça, et notre know-how de comment faire une entreprise, ouais. On a juste décidé de prendre le projet et d'accepter le challenge. Et maintenant, on est ici. Oui, parce que c'est un défi, là. C'est clair qu'on le comprend. Donc, vous allez avoir justement votre terrain qui est de plus... Combien de la superficie, là, vous l'avez dit tout à l'heure? 4,3 millions de pieds carrés. 4,3 millions de pieds carrés. Donc ça, j'imagine que vous allez vouloir l'ouvrir au public éventuellement. Comment vous voyez justement l'avenir pour une ouverture potentielle? Aussitôt que la phase 1 est complète sur notre terrain, on va être capable d'accueillir un public. Okay. Phase 1, ça inclut du stationnement, premièrement, pour la clientèle, quand même, comme j'avais dit, des toilettes, puis c'est à voir avec le comité, mais avoir un établissement pour faciliter les transactions et des chambres de changement pour Alors, la base là, qui va faire que vous allez pouvoir fonctionner en tant qu'entreprise. C'est ça. Puis on pense être capable d'ici l'été, mais là, c'est tout à voir. OK. Ouais. C'est encore un très gros projet de développement. Ça n'arrête jamais, honnêtement. On a tout de l'école, on a tous nos propres projets personnels dans la vie, mais c'est tellement une passion pour nous qu'on prend le temps dans nos journées pour travailler sur ce projet-là. Donc ça roule lentement, mais extrêmement sûrement. Eh bien, vous 3, je vous remercie. Émile Gagnon, Anthony Moulin, Devin Rioux, merci à vous 3 d'avoir pris le temps de venir nous parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire là, à la population, aux gens qui nous écoutent, en terminant sur votre projet Intaco? Moi, j'inviterais le monde à nous suivre sur Facebook, qui est géré par Émile ici. Okay. Pour nous suivre, pour savoir c'est quand qu'on va être ouvert, notre progression dans l'entreprise. Ça fait aussi aller vérifier notre site web www.intaco.ca qu'on a ouvert depuis un petit bout maintenant. Et aussi, pour moi personnellement, je voulais juste partager que le sport, c'est un sport de transition pour moi qui était entre les jeux vidéo et trouver quelque chose de plus sain. Ouais. Donc, entre le lien des jeux vidéo et le airsoft, il y a un lien assez fort. Tu peux surtout recréer des moments des films de scènes d'action, de tes films de jeux vidéo dans la vraie vie, tout en étant à l'extérieur, en faisant du sport, en faisant de la sociabilité avec des amis. Mm-hmm. Et ça a été trouvé avec quelques-uns de nos membres et de nos amis, des gars qui sont pas nécessairement qui sont pas intéressés par des sports traditionnels comme le soccer ou le football, mais qu'à l'idée d'Airsoft, on a réussi à les faire rester dehors pendant 8 heures de temps, à courir partout et à s'amuser et à crier. Et, on espère vraiment rajouter un esprit de vie à la région dans ce secteur-là. Donc, une demande qui est à combler. Alors, je vous remercie, Émile, Anthony, Devin. Merci à vous 3 d'avoir été des nôtres pour l'entrevue. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. On poursuit donc dans votre bulletin d'information en parlant du marché de Noël d'antan de Cap-Santé qui a profité d'une météo plus que favorable lors de la fin de semaine du 24 au 26 novembre dernier, vendredi soir. Saint-Nicolas est arrivé sur le site entouré de 75 enfants lors de la marche des anges pour l'illumination du grand sapin.
L'accordéoniste Denis Côté a par la suite entraîné la foule dans une musique énergique et festive. Pour ce qui est des journées de samedi-dimanche, l'animation pour les enfants était bel et bien présente, alors que Frisson et ses lutins ont animé la place Desjardins. Les amateurs de musique ont également été servis avec plusieurs groupes de musique traditionnelle. On pense notamment à la chorale Les Voix de la Neuve-France, la formation Rien que sur un temps, le duo violon traditionnel Daniel et Louis-Simon Lemieux, le carreleur Ghislain Jutras et même la formation Chemin de Traverse. Évidemment, on parle aussi des artisans qui étaient là, et plus de 70 qui étaient sur place pour le marché de Noël d'antan. Rapidement également, autre nouvelle du côté de Shannon, pour ceux et celles qui vont vouloir passer dans le secteur le samedi 2 décembre. Donc, ce samedi, il faut savoir que la rue Saint-Patrick de la ville de Shannon sera fermée en raison de l'activité de Noël organisée par un nouveau casse-croûte qui s'appelle Chez Denise. Donc, la ville qui remercie la population pour sa collaboration et souhaite la bienvenue à cette nouvelle entreprise dans Shannon. Au retour de la pause, Robert Tremblay nous réserve un reportage avec M. Régent Savard, qui est derrière le magazine Émergence. Restez des nôtres. C'est quoi le plan? On bouge? Alors, on poursuit le bulletin d'information Info CJSR. Du côté de Neuville, un nouveau citoyen s'occupe de magazines permettant, qui met en valeur les artistes émergents du Québec. On parle, évidemment, d'émissions de radio également. C'est toute une rubrique d'information pour les artistes émergents. Il s'agit de M. Régent Savard. Robert Tremblay s'est entretenu avec lui. Voici son reportage. Bienvenue dans l'émission Rock Metal Grunge sur Radio Émergence. Mon nom est Régent Savard. Je vous accompagne tout au long de cette capsule musicale et vous propose d'entendre pour débuter Godbout, Walk with the Titans et voyons donc. J'ai passé ma vie à travailler avec les jeunes en loisirs et à ma retraite, il y a 10 ans, j'ai défini un site Internet qui venait en aide aux artistes pour avoir plus de visibilité, dans le fond. Il s'agit d'artistes en art visuel et de musiciens. Dans le cas de l'art visuel, le site propose plusieurs magazines. Quand tu arrives sur le site Internet mqmedia.com, tu cliques sur l'image du magazine que tu veux voir. Donc, tu arrives directement sur le magazine en question. Ici, c'est le magazine des arts et de la culture au Québec depuis 10 ans, Émergence Magazine Québec. Chaque mois, on présente 9 artistes. Au début, on a toujours les livres qui sont sortis dans le mois que les artistes peuvent nous envoyer. C'est souvent des auteurs à compte d'auteurs. Ensuite, chaque mois, on commence avec Neuville. C'est pas pire. Francine. C'est Francine là, qui est là ce mois-ci. De courts textes de présentation avec un hyperlien pour les rejoindre directement et un aperçu de ses œuvres sur 6 pages. En plus, on passe à un autre après, Joanne Fortin, qui elle est de Jonquière. On peut la rejoindre là. Ses œuvres sont en présentation également. Bon, j'aime ça, je peux revenir sélectionner son son. Stéphane Lébreux, lui, qui est un artisan de Lévis, parce qu'on a des artisans aussi au travers. Il y en a qui travaillent les mailles, le cuivre, le bois. On passe 9 artistes par mois.
Et chaque artiste a le droit à 6 pages pour présenter ses œuvres. Pour les musiciens, il y a plusieurs émissions, avec chacune son style. Il y a 9 émissions qu'on produit chaque semaine. Donc, Passion francophone, qui est strictement francophone, avec des poètes qui viennent. Il y a deux poèmes par capsule. Ensuite, rock, metal, grunge qui bouge un peu dans le rock québécois. Il y a artistes de A à Z, ça c'est la musique pop. En passe de tout. Tu as également la savante québécoise, qui est musique classique et instrumentale. Je passe aussi de l'anglophone et de l'allophone aussi, mais disons qu'on est à 90% francophone diffusé dans 122 pays présentement. Quelqu'un qui dit, moi, on n'a pas de pièces francophones à présenter à la radio, je m'excuse, là, mais on en sort une 40aine par semaine. L'artiste membre chez nous, il a sa page Internet sur notre site. On peut communiquer direct avec l'artiste chez lui via notre page Internet. Nous, on n'est pas d'intermédiaire, on diffuse l'information. On a un groupe qui s'appelle Propose-nous ton art aussi, qui est comme une galerie d'art improvisée, là, mais c'est vraiment que l'artiste qui présente une toile par semaine. On a 240 membres qui le font. Fait que si tu vas voir Propose-nous ton art sur Facebook, il y a 19 000 visiteurs par mois. Là. Ça roule. En décembre de chaque année, il y a 4 capsules du temps des fêtes, 3 vraiment de Noël, puis une du jour de l'an, des fêtes de fin d'année. Donc, à chaque année, je rajoute des capsules et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez chez SoundCloud directement en partant la musique pour la pièce de Noël. La musique thème, Éric Bernard de Montréal. Est-ce qu'on peut écouter ça quand on veut, mettre ça sur le web, oui, tu peux les écouter, ils sont disponibles. C'est des capsules qui sont disponibles, des capsules de 60 minutes ou de 120 minutes. Fait qu'on peut se faire une liste de lecture de ça? Tout à fait. C'est gratuit sur Radio Émergence. C'est pour ça que les stations dans le monde le proposent également. À ICAL8, eux autres, tous les samedis matin 11h, c'est l'émission de la savante québécoise. Ils n'en démarrent pas, eux autres, ils adorent ça. OK, puis c'est la radio qui la diffuse, c'est ça? C'est la radio qui la diffuse, Radio FM, là-bas. OK. Y a-t-il d'autres radios comme ça qui diffusent? En Europe, j'ai 7 stations radio. En Belgique, j'en ai 3. Puis là, on est en train de négocier avec le Sénégal puis l'Océanie. On attend des réponses. C'est toujours un peu plus long. Oui. Pour diffuser une des émissions que vous proposez. Oui. Puis des fois, ils ont dit, ben nous autres, on va diffuser la tienne. Peux-tu diffuser la nôtre? Oui, on fait des échanges. Puis ça t'est venu? Tu as senti qu'il y avait un besoin, là, c'est ça? La première toile que j'ai achetée, qui est Belle Lurette, là, elle est derrière toi, c'est une toile de Katia Poulain, mais la seconde où le flash m'est venu, c'est une des premières toiles ici que tu as là, qui est de Thomas Brassard, qui était un jeune artiste à l'époque que j'ai connu, il avait 17-18 ans. Et ça fait déjà 10 ans, il a 27 ans aujourd'hui, mais il performe bien, puis il a évolué dans son art, il a fait les Beaux-Arts à Montréal aussi, il a fait l'Université Laval également. Puis je me disais, ouais, mais lui, il va être vu comment demain? Fait que là, l'idée de développer tout cet aspect-là, mais pas dans le commercial. Moi, ça ne me tente pas de me mettre à vendre des œuvres ou à être représentant d'un artiste. Moi, je veux offrir le plus de visibilité possible à l'artiste dans un coût le plus bas possible. On est bénévole depuis 10 ans. Il y a 9 personnes sur le conseil d'administration. Il y a une équipe de 67 bénévoles qui travaillent, qui sont en France, en Belgique, à Montréal et à Québec. Puis on se parle, quand on a besoin, on fait affaire avec eux autres. Là. Ah bon, c'est tout des bénévoles, tu fais pas d'argent avec ce... Non. Nous autres, on a un budget annuel de 20 000 puis ça comprend les hébergeurs, le matériel, l'ordinateur aux 4-5 ans, puis il faut prévoir ce qui s'en vient. La carte de membre est 15 puis tu as un forfait à 60 là, pour l'année. OK. Puis ça le forfait comprend une parution dans le magazine, comprend un encart, c'est un hebdomadaire, un artiste par semaine qu'on présente, 2 pages. Ensuite, tu vas être inclus dans le catalogue de Noël, parce qu'on a aussi le catalogue de Noël qui sort à ma fête en octobre à chaque année. Et il sort pour 2 mois. On est rendu à 457 000 vues ce matin, là, j'ai regardé. Même si Régent Savard a fait sa carrière en loisir auprès des jeunes, l'art l'a toujours habité. Toujours été artiste, j'ai été musicien, formé en guitare classique et tout ça, contrebassiste par la Suisse. Puis je faisais
un jour, je vais revenir à l'art parce que moi, ils m'ont toujours mis au sport et loisirs, tandis que là, j'étais plus dans le domaine des arts et culture, mais c'est pas grave. Puis, plus je voyais mes jeunes grandir en art et sur les terrains, puis il se passait rien ou à peu près pour eux autres. Fait que je disais, bon, ben un jour, il va falloir faire de quoi, tu sais. Puis là, ben, à la retraite, le déclic s'est fait avec la peinture de lui. J'ai fait, non, on fait quelque chose là, c'est important. Donc, tu es revenu finalement à tes amours. À mes sources. Bon, comme à la radio-école au secondaire. Ah, tu faisais ça au secondaire? Oui. Déjà. OK, d'accord. Avec mon cours au Collège des annonceurs radio-télévision en 1976 avec M. Gagnon sur la rue Saint-Louis à Québec. Depuis novembre, Régent Savard habite Neuville. Il connaît bien la région. La majorité de ma famille est dans Portneuf. J'ai passé ma jeunesse, jusqu'à mon adolescence à Portneuf Station en haut. Je suis revenu un petit peu dans le comté de Portneuf dans les années fin 70, début 80. J'avais un magasin de musique à Saint-Marc-des-Carrières. Puis je faisais beaucoup de disco mobile à l'époque dans le comté de Portneuf, avec le studio RL à l'époque. On a fait ça pendant 45 ans. D'ailleurs, la dernière soirée qu'on a faite, c'était au Vieux Bardeau à Deschambault. Puis bon, je vis de bénévolat. Comme dirait Fiston, ouais, mais là, il faudrait peut-être que tu te fasses payer un peu. Mais à mon âge, je pense pas que je vais changer d'idée. Aubert Tremblay pour CJSR. Radio Émergence, l'intemporel. Charles Laviolette s'est intéressé à la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette qui a terminé sa première saison la semaine dernière. Il nous a réalisé un reportage pour la première saison. Le voici. C'est cet automne qu'est née IPA, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette. Les lundis soirs au cinéma Alouette de Saint-Raymond, deux équipes s'affrontaient au plus grand plaisir du public dans des improvisations humoristiques ou dramatiques lors de matchs arbitrés de main de maître par Fred Richard. Improvisation mixte! Catégorie fantastique. La Ligue, qui s'adresse à tous les Portneuvois, a réuni une quinzaine de joueurs originaires de Pont-Rouge, Neuville, Saint-Raymond, Saint-Léonard, Saint-Alban et Saint-Marc-des-Carrières au sein de 3 équipes. Et je peux évoquer autre chose! Ah ouais? Des zombies! Non! Les matchs d'impro sont un prétexte propice aux nouvelles rencontres et sont prisés par les nouveaux Portneuvois. T'es capable d'avoir le cancer! La finale, qui s'est tenue le 13 novembre, a attiré près d'une centaine de participants. L'affrontement entre les jaunes et les mauves s'est soldé par un match nul avec la marque de 7-7. La popularité de la seule ligue portneuvoise d'improvisation a surpris les organisateurs, preuve qu'une réelle demande existait pour une telle activité. Pour la saison hiver 2024, l'IPA a déjà annoncé la formation d'une nouvelle équipe de 5 joueurs, ainsi que la tenue de 2 ateliers pour s'initier à l'improvisation, qui auront lieu les 15 et 25 janvier à Saint-Raymond, dans les locaux de CJSR. Le premier match de la deuxième saison se tiendra quant à lui le lundi 29 janvier à 19h au cinéma Alouette. En 2024, l'organisation prévoit également se constituer en organisme sans but lucratif. Jusqu'à maintenant, l'IPA a profité de l'implication du cinéma Alouette ainsi que de la télévision CJSR, en plus d'un appui financier du député Vincent Caron. À noter que tous les matchs sont gratuits. Pour plus d'informations, on peut visiter la page Facebook de l'Impro Portneuf-Alouette. L'enjeu du système d'eau potable de Saint-Marc-des-Carrières demeure préoccupant en cette fin du mois de novembre. En effet, dans un article paru dans le Journal de Québec cette semaine, le maire Mario Leclerc s'exaspérait à nouveau de la situation qui concerne le chemin des sources. On rappelle, l'érosion de la rivière aux abords du chemin menace toute l'infrastructure d'eau. La solution, selon le maire, M. Leclerc, est bien simple. Il faut empierrer la rivière. Cependant, le ministère veut l'avis géotechnique qui concerne le poids de la montagne qui se trouve de l'autre côté du chemin. Selon Saint-Marc, c'est la rivière qui est urgente, pas la montagne, mais on aimerait que le dossier avance un peu plus rapidement. Une aide financière pour procéder à l'enrochement du secteur éviterait une catastrophe, au dire de M. Leclerc.
C'est donc ce qui complète votre bulletin d'information. Mon nom est Danick Julien. Je veux remercier toutes les personnes qui sont venues comme invités dans l'émission de ce soir. Merci également à Suzy, Aubert, Luc, Charles pour leur aide. On se laisse avec des images de la Belle Veillée, le festival de musique qui a eu lieu la fin de semaine dernière du côté de Saint-Casimir. Bonne soirée.